Bienvenue à ce programme merveilleux que certains ont appris à aimer et que d'autres ont encore à découvrir. Nous sommes sur Facebook, nous sommes également sur YouTube. Et ça s'appelle tout simplement Salon d'édification, cette plateforme que j'ai créée, que j'ai mise en place pour des rencontres utiles en vue des échanges intelligibles contribuant au développement, le développement personnel, oui, mais aussi et surtout le développement communautaire, le développement alors social. Nous voulons bâtir notre monde, nous voulons l'améliorer, nous voulons construire ce monde merveilleux dans lequel nous voulons vivre demain et lequel nous voulons également léguer à des générations futures. Je suis Anne-Marie Kalanga, je suis journaliste, mais ici, je ne viens pas faire du journalisme. Je viens organiser des conférences et des ateliers d'échange où des personnes outillées viennent partager leurs bonnes idées, leur savoir-faire et leur savoir-être, de manière à ce que cela profite à d'autres personnes et puisse impacter d'autres vies, de sorte qu'elles s'améliorent aussi à leur tour. Sur cet espace, nous faisons également la promotion des entreprises des Congolais de la diaspora et d'autres Africains également intéressés à venir se présenter à nous. Mais en tant que femme congolaise, je sais que je me dis, je dois beaucoup plus marteler sur le Congo parce que, bon, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut commencer chez soi et après envisager maintenant aller vers les autres. Merci à vous tous qui êtes connectés à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, comme souvent je le dis, nous sommes dans cette plateforme pour évoluer sur deux axes. Il y a l'axe promotionnel, axe entrepreneuriat, mais il y a aussi l'axe civisme. Et aujourd'hui, nous sommes sur l'axe civisme. Et sur cet axe civisme, j'avais commencé il y a quelque temps et nous continuons à aborder sur l'identité. L'identité, elle est capitale. Quand quelqu'un se connaît, il connaît son identité. Et ben, c'est le point de départ, même pour toute autre chose que la personne peut envisager faire sur cette terre. Et aujourd'hui, le sous-thème que nous allons aborder, c'est l'identité face au défi de l'intégration. Vous comprenez tout de suite que ceci va concerner beaucoup plus de personnes qui ont immigré. Quand vous immigrez, vous êtes obligé de vous intégrer dans la société où vous êtes, dans votre nouvelle société, la société que vous épousez. Mais bon, dans l'entretemps, il faut quand même garder son identité. Et l'expérience montre aussi que personne ne se détache complètement des habitudes ou de la culture de son pays ou de l'endroit d'où il vient. Donc, c'est toujours un peu difficile. Nous allons juste partager certaines idées, nous allons échanger, nous allons communiquer, nous allons partager de façon que vous, où vous êtes, vous puissiez trouver, pas totalement, mais peut-être à un pourcentage assez élevé, réponse à certaines questions que vous vous posez. Mais écoutez, je dis toujours que je suis ouverte à toutes les personnes intéressées à participer à nos échanges. Donc, il y a une adresse email qui est publiée sur la page. Il y a également un numéro de téléphone qui est là. Il y a également, bon, la page elle-même, via message ou commentaire, vous pouvez toujours intervenir pour vous manifester si vous voulez être le prochain conférencier ou tout simplement un participant à un salon qui est organisé. Alors, aujourd'hui, je suis encore une fois de plus honorée par la présence de Madame Chilombo, je dois bien prononcer, Chilombo Cathy, qui, elle, est aux États-Unis. Et ben, via l'application, nous sommes en relation, elle et moi, alors que moi, je suis ici en Allemagne. Merci, Cathy, encore une fois, d'être là avec nous. Merci Anne-Marie, merci de me recevoir dans le salon d'édification. Encore une fois, bien sûr, nous allons converser toutes les deux et tirer le meilleur de la conversation afin que nos auditeurs soient édifiés. Exactement. Voilà. Il y a un problème qui se pose. Vous êtes immigré, je suis immigré aussi, et bien d'autres personnes sont immigrées et font face
nous faisons tous alors face à une difficulté, c'est que chacun a son identité reçue de Dieu, ça ne se discute pas. Mais après, pour réussir sa vie dans un pays étranger ou sur une terre étrangère, on est obligé de s'intégrer, d'épouser de nouvelles manières de faire, de se soumettre à de nouvelles lois, à de nouveaux principes de vie. Et voilà, certains en tombent malades, certains ne s'y retrouvent pas, certains échouent carrément, et bien d'autres aussi réussissent. Voilà. Pour avoir immigré il y a bien plus longtemps, est-ce que vous voulez bien nous partager un peu votre expérience? Merci bien, Anne-Marie, pour ta question. Elle est vraiment pertinente et puis elle est vaste comme question parce qu'en fait, quand tu regardes bien l'intégration, cela veut dire tout simplement, je pensais un instant. Ouais, ça va bien maintenant. Ok. Alors, lorsque nous pensons nous parlons de l'intégration, intégrer veut dire mettre quelque chose dans, ou bien entrer dans. Donc, l'intégration, c'est pas comme souvent nous l'entendons. Nous pensons que s'intégrer veut dire marier, épouser, emprunter les mœurs et les habitudes et les cultures dans le pays hôte qui nous accueille. Mais intégrer, s'intégrer, ça veut dire entrer dans. Donc, quand tu as une identité d'abord qui est non changeable, tu peux pas changer ton identité parce que tu nais avec, comme on l'avait dit l'autre fois, tu nais avec un sexe, tu nais dans une terre natale, on t'a donné un nom, tu as une identité, tu as ta date de naissance. Donc, ce sont des choses, des paramètres que tu ne devrais pas changer. Alors, lorsque tu arrives quelque part avec ton identité, ton être en toi, en fait, avec ton identité entre dans cette culture. Est-ce que je me fais bien entendre? Donc, tu viens avec un bagage, c'est toi qui t'intègres. Donc, tu entres dans cette culture, tu entres dans cette terre, tu entres dans ce pays lointain, tu viens avec ton toi, avec ton bagage à toi. Donc, c'est toi qui dois venir et ne pas changer, comment dirais-je, tu ne dois pas changer ton identité. Ce que tu peux changer, ce que tu peux apporter de plus à ton identité, c'est par exemple les bonnes mœurs, c'est par exemple le savoir, c'est par exemple la technologie, c'est par exemple des points positifs que tu trouves là-bas. Mais maintenant, pour connaître les points positifs, il faut que d'abord toi-même, tu sois d'une bonne moralité. Donc, ça veut dire que quand tu t'intègres, tu dois d'abord avoir une intégrité. Donc, ce sont des mots qui vont ensemble. Intégrer, intègre, quand tu es intègre, ça veut dire une personne entière, hein, une personne crédible, une personne qui n'est pas corruptible, qui n'est pas malléable. Donc, tu viens avec ton identité et tu t'intègres dans une culture donnée. Comme on dit en lingala souvent, soko mina kati ya mboka moko, okuti bato bazo bina na lokolo à gauche, yo pe obini na lokolo à gauche. C'est vrai. Mais il y a des choses dans le colo gauche, tu ne vas pas danser. Si les gens là-bas se promènent presque déshabillés et que dans ta culture, tu as cette éducation de pudeur, comment dirais-je, Anne-Marie, si tu peux m'aider. Bon, si cela ne correspond pas si tu n'as pas à appris tes convictions ou à tes mœurs, à marcher avec des habits transparents dans la rue ou peu habillés, tu vas le garder. Un petit exemple, nos mamans ou nos grands-mères qui ont immigré au Canada, dans leur coutume, elles ne devaient pas porter des pantalons. Elles ne pouvaient pas porter des pantalons. Alors, qu'est-ce qui se passe quand elles arrivent au Canada, dans le froid du Canada?
elles se mettent en pagne et elles se rendent compte qu'elles ont froid. On leur dit, mais il faut porter un pantalon ou deux. Elles disent, non, mais à la force des choses, elles ont appris à porter un pantalon. Mais tellement qu'elles sont restées dans leur culture, disons, de base, elles portaient parfois deux pantalons et puis le pagne au-dessus. Donc personne ne sait qu'elles ont un pantalon. Mais pourquoi? Parce que c'est tellement ancré en elles qu'elles ont refusé de changer ce côté vestimentaire, disons. Alors, ça veut dire quelque part que quand tu entres dans une nouvelle culture, c'est vrai, c'est bien d'observer, c'est bien de copier ce qui est positif. Et pour copier ce qui est positif, il faut que toi-même tu sois quelqu'un qui sache déjà discerner qu'est-ce qui est le bon et qu'est-ce qui est le mal pour mon avancement. Pour réagir à ce que tu as dit tout à l'heure, il faut que tu saches toi-même en avance qu'est-ce que tu veux. Tu dois être quelqu'un d'assez intelligent pour savoir qu'est-ce que tu vas prendre et qu'est-ce que tu vas pas prendre. Mais là, c'est pour des personnes déjà matures, des personnes un peu instruites déjà, qui ont une certaine connaissance, mais n'immigre pas que ce genre de personnes. Il y a aussi des personnes encore très très jeunes, des enfants par exemple, qui n'ont pas encore beaucoup appris de la vie, qui sont encore à l'âge d'apprentissage. Bon, quand ils immigrent, bon, je pense que c'est pas une obligation. On va pas leur obliger de savoir faire un choix. Donc, je crois que maintenant il y a une responsabilité qui incombe à des parents ou à des personnes adultes qui accompagnent ces enfants-là, de savoir les orienter, mais la tâche devient souvent difficile parce qu'en ce moment, beaucoup de gens, bon, eux-mêmes déjà, ils ont besoin de temps pour savoir qu'est-ce qui est bon. Est-ce que c'est ce que moi j'ai appris dans mon pays ou bien c'est ce qu'on me demande dans ce pays-ci? Et après, maintenant, savoir quelle ligne tracer pour l'enfant. Et les enfants sont souvent confrontés à cette lourde difficulté. Donc, tu as soulevé un point très important. Qu'est-ce qu'une personne fait quand elle est, par exemple, en bas âge, parce que nous avons beaucoup d'enfants qui immigrent venus des camps des réfugiés avec les parents. Et il y a même des enfants qui arrivent sans parents. Hein, ils sont orphelins. Donc, je voudrais dire pour tous ceux qui sont venus à l'extérieur ou qui ont été immigrés avec les parents, maintenant, ils relèvent de l'éducation des parents. Ils relèvent de l'éducation familiale. Qu'est-ce que les parents veulent garder? Qu'est-ce qu'ils veulent, comment dirais-je, ceux qui veulent communiquer ou transférer aux enfants. OK? Maintenant, quand vous vous retrouvez avec des enfants orphelins, souvent, ici, quand ils arrivent aux États-Unis, on les met dans des familles d'accueil. On appelle ça des foster parents. Donc, ce sont des parents qui adoptent des enfants et qu'est-ce qui se passe? Les parents les intègrent dans leur culture. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si les enfants sont, par exemple, africains, pour bien le dire, souvent des Congolais, les enfants atterrissent chez des Américains ou chez des Mexicains. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les enfants vont embrasser automatiquement la culture de la famille d'accueil. Donc, ils vont être modelés, ils vont être shapés par l'éducation dans lesquelles ils atterrissent, bien entendu. Mais alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que très souvent, les enfants africains ou congolais qui ont grandi dans les familles américaines ou blanches ou espagnoles, hispaniques, comme on dit ici, qu'est-ce qui se passe à un certain âge quand l'enfant croit? Parce qu'il y a un DNA en eux, il y a un bagage, il y a une origine. Cette origine commence à réclamer. Alors, j'ai eu souvent cette confrontation avec des parents américains qui venaient avec des petits-enfants adoptés.
des enfants congolais ou africains. Ils venaient à mon restaurant et la première chose, c'est que ils me demandaient, Maman Africa, est-ce que tu as du foufou? Parce que mon enfant vient de tel coin d'Afrique. Alors j'aimerais bien que mon enfant grandisse et continue à manger la nourriture qu'il a élevée, avec laquelle il a laquelle il a grandi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un miracle qui se passe. L'enfant est content. L'enfant, tu sens que l'enfant est en train de revivre quelque chose qu'il y a dans son sang, mais peut-être qu'il ignore, tu vois? Et c'est vraiment une reconnexion intéressante. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que les Africains ou les Congolais qui vont à l'extérieur, qui essayent maintenant d'effacer complètement la culture congolaise, les racines congolaises, le DNA congolais, ils se retrouvent quelque part bafoués et confrontés à une réalité qui est que les autochtones de là-bas, dans le pays ou dans la culture dans laquelle vous voulez vous intégrer, vous rappellent que vous n'êtes pas de chez nous. Ils vous rappellent que vous venez de quelque part. Donc, il y a ce décalage qu'il faut reconnecter. Et c'est très, très, très important. C'est pour ça que je donne toujours le conseil aux parents africains qui viennent avec les enfants ici de continuer ce travail de base à la maison. Parce que si vous ne le faites pas, vous disjonctez. Les enfants se déconnectent et vous ne reconnaîtrez même plus vos enfants. Et on ne se souviendra que du nom ou de l'origine duquel l'enfant vient. Mais l'enfant, une fois plongé dans cette culture européenne ou bien américaine ou bien asiatique, ils vous bafouent, ils vous disent même que non, moi je ne suis pas africaine, moi je suis devenue blanche. Ah, moi je suis devenue ceci. D'ailleurs, je change de nom. Ah, d'ailleurs, ne me parlez plus du Congo. Je ne veux plus en savoir quelque chose. Le petit exemple que je t'avais donné l'autre fois, Marie qui nous a fait tous rire, c'était mes deux cousines arrivées en Belgique. Elles ont attendu longtemps, elles ont eu la nationalité belge. Et un jour, avec cette cérémonie, ma tante a fait une grande fête. Elle a invité tous ses amis et les enfants étaient très contents et ils étaient devenus belges. Et le soir, mes deux cousines vont dans la chambre de ma tante et lui demandent, mais maman, quand est-ce qu'on va devenir blanche? Quand est-ce qu'on aura les cheveux lisses? Et ça va pas se passer comme ça. Donc, l'identité que tu as, c'est l'identité que tu intègres dans la culture d'accueil. Maintenant, dans la culture d'accueil, avec ton identité, tu essayes d'aspirer ce qui est bon pour ton éducation et pour ton avancement. Mais il y a un danger. Je me suis longtemps disposée à étudier ce problème pour chercher à comprendre comment arriver à trouver un équilibre. Pour des personnes adultes et qui ont une bonne base éducationnelle, qui ont une bonne instruction, ça réussit. Mais il y a des personnes, il y a des gens, vous trouvez ici, pas seulement des personnes d'origine africaine, hein, même d'origine européenne de l'Est ou d'origine asiatique. Vous allez trouver des gens, ils ont 20 ans, ils ont 30 ans, mais ils vivent toujours comme s'ils étaient encore chez eux. Ils ont gardé toutes les manies de chez eux. Mm-hmm. Vous sentez qu'il n'y a pas une volonté à suivre, ne serait-ce que les bonnes règles des vies qui sont établies dans le pays où ils sont. Voilà, tu as touché d'autre part, il y a aussi ces pays occidentaux qui veulent nous faire avaler que tout ce qu'eux ils font, c'est bon. Ils veulent nous faire croire que nous devons à 100% adopter et bon, peut-être mettre entre parenthèses ce qui est nos cultures. Et j'aurais même appris, moi je crois même mon fils aussi, il m'a dit une fois que, bon, à un moment donné, quand il a commencé l'école, bon, il se rend compte, tu vois, l'enfant, il commence à rejeter tout ce qu'il y a comme nourriture. Il te dit, non, ça, ce n'est pas bon. Mon maître ou ma maîtresse m'a dit que ça, ce n'est pas bon, ça va me donner la maladie. Et il y a des parents qui ont carrément, qui déclarent ça. Non,
je n'y avais pas beaucoup cru, mais après, moi-même, mon fils m'a dit quelquefois, bon, non, on m'a dit ça, ce n'est pas bon. Je dis non. Par contre, ça, c'est beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas trop de mélange chimique là-dedans. Bon, il y a tout ça aussi. Maintenant, pauvres citoyens que vous êtes, vous arrivez dans un pays pour des raisons X, et bon, très souvent, nous qui venons des pays instables, on va dire ça, c'est le mot qui passe mieux, des pays instables, on vient, on veut rester le plus longtemps ici, on s'installe, mais dans l'entretemps, on sait voir quand on est venu adulte et on déjà réussi à construire une base éducationnelle, il y a des choses, on regarde, on dit non, mais c'est pas ça, moi je peux pas adopter. Mais bon, mais il y a des personnes faibles, il y a des personnes qui viennent. Bon, la base éducationnelle n'est pas assez bien faite. Ces gens-là sont souvent ils sont perdus, donc ils savent plus à quel pied danser. La difficulté se pose à ce niveau-là. Garder son identité, mais quand même aussi, bon, ça, pour savoir maintenant qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon, ça devient une tâche difficile parce que Mutoyambi Namboka naye, il veut te faire avaler que Oyaye nyonso eza malamu, Oyaye nyonso eza mabe. On est maintenant dans cette guerre-là des personnalités. Tout à fait. Tu as touché deux points importants. C'est que l'intégration, c'est une question de volonté. Okay? D'abord, c'est une décision et une volonté. Maintenant, quand tu prends la décision de t'intégrer, les portes s'ouvrent quelque part. Okay? Maintenant, si tu n'as pas une forte personnalité, tu te laisses maintenant balloter à tout vent. Et souvent, quand tu le sais bien, les enfants avalent très vite ce qui est mauvais. On a vu beaucoup d'enfants venus des camps des réfugiés arriver ici aux États-Unis et souvent on les met dans des zones, dirais-je, comment je peux t'expliquer ça? Tu vois, ici, il y a des zonages. Il y a des appartements, il y a des quartiers chics, il y a des quartiers industriels, il y a des quartiers pauvres. Et souvent, quand les réfugiés arrivent, on les transfère directement dans les low income, dans, tu vois, un peu les HLM, des logements sociaux. Les logements sociaux. Voilà, moindre. À faible coût, donc, ouais. Je vois. Voilà. Alors que dans ces quartiers-là, c'est là où on met les criminels, c'est là où on met les violeurs, les sex offenders et toute la racacaille là. Donc, ça fait que quand les réfugiés arrivent, ils ne le savent pas. Eux, ils viennent dans un pays d'accueil, ils pensent que tout va bien. Bon, du camp de réfugiés jusqu'à un appartement, ils se disent que waouh, c'est vraiment beau, mais ils ne savent pas dans quel milieu on les a hébergés. Ça fait que très vite, nous qui connaissons le coin, on leur dit, écoutez, dès que vous arrivez, profitez de ce logement qui est moins cher, on paye pour vous, mais très vite sortez de ces quartiers. Parce que ce sont des quartiers minables dans lesquels vous vous rencontrez avec des gens de mauvaise vie. Et souvent, nos enfants congolais sont tombés dans ces pièges. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent très vite la drogue, ils apprennent très vite, tout ce qui est crime et tout le bazar. Et on a perdu beaucoup d'enfants comme ça et se sont retrouvés en prison. Et quand tu te retrouves en prison, tu as besoin d'un très bon avocat. Et pour avoir un avocat, il faut de l'argent. Et quand les réfugiés arrivent, ils n'arrivent pas avec de l'argent. Et ici, l'État ne va pas payer pour un avocat pour un crime que ton enfant a fait. Voilà. C'est tout un système qu'il faut bouleverser. Alors, tu as souligné que c'est une décision. C'est une décision de s'intégrer. Mais il faut avoir une forte personnalité pour discerner ce qui est bon et mauvais. Pour avoir une forte personnalité, il faut déjà que toi-même, tu as été bien moulu. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu arrives, quand tu n'as pas de parents ou quand tu es venu à un âge un peu jeune et influençable? Donc, tu as besoin de t'intégrer dans un milieu tel que les églises qui forment très bien. On a beaucoup d'églises où
très vite des enfants, il faut qu'ils entrent dans des activités, il faut qu'ils fassent du sport, il faut qu'ils fassent des arts, parce que s'ils ne le font pas, ils ne sont pas dans des activités, c'est la rue qui prend la charge. Et la rue t'enseigne n'importe quoi, tu vois. Alors, le fait que le pays d'accueil te dit que tout ce qui est chez nous est beau, très, très vite, tu te rends compte que les mêmes hôtes qui te reçoivent, comme les Allemands, une fois, nous avons partagé avec toi, Anne-Marie, les Allemands vous ont dit, gardez votre langue, gardez vos coutumes. Tu comprends? Ils te l'ont dit, n'est-ce pas? Gardez ce qui est de vous, parce que c'est vous, et vous ne serez jamais nous. Donc, si les gens pouvaient comprendre que garder son identité, garder ses racines, ses bonnes racines, je dis bien, pas que tout homme Kaji parce que c'est une femme. En Europe, ça ne marche pas. Ici, on te met en prison le next day. Tu es en prison. Donc, il y a un choc culturel auquel on fait face. Il y a un choc de loi, hein, de tout ce qui est juridique, parce qu'ici, nous sommes dans des pays de loi, où la loi s'exerce et elle s'exerce bien. Tu peux taper ta femme, le lendemain, c'est la police qui va venir. Le 2-3 jours, on vous sépare et la femme africaine, elle aime toujours son mari. Elle a été habituée à ce qu'on la tape. Ah, bon. Ici, les choses doivent changer. Et c'est ça la dureté de l'intégration. Il y a des coutumes et des habitudes qu'il faut lâcher. Et ça, nous le demandons. C'est pour cela qu'on fait passer les gens par des formations et des trainings. On te rééduque quelque part. Maintenant, c'est à toi de garder ou d'accepter ce qu'on te présente. Ainsi que la nourriture. La nourriture, il en va de soi. Les médecins te diront tout de suite, les bons médecins te diront que continue à manger la nourriture qui t'a fait croître. Continuez à manger à l'africaine parce que votre nourriture est très saine. Ne tombe pas dans les hamburgers, les hot dogs. Les bons médecins te le disent. Donc, il y a aussi cette gastronomie culturelle. Il faut savoir faire le tri. Il faut garder tes enfants connectés à ce que tu as mangé là-bas. Il faut pas venir et dire aux enfants que tout ce qui était poisson, pondou, foufou n'est pas bon. Ce n'est pas vrai. Parce qu'un jour, quand ils grandiront, ils rechercheront ces saveurs. C'est naturel. C'est dans ton DNA et c'est ça qu'il faut conserver. En fait, bon, on n'a plus que quelques minutes là pour atteindre le maximum de temps que nous devrions avoir. Mais je vais souligner 2 ou 3 choses. C'est que déjà pour immigrer, on a plusieurs raisons d'immigrer, mais au moins on a en tête qu'on va bientôt immigrer. Même quand on n'a pas vraiment les moyens de sa politique, mais ça commence toujours par un rêve, j'immigrerai. Je crois que la première des choses, c'est s'informer sur l'endroit où on veut aller vivre. Dans toutes les ambassades de l'Allemagne, par exemple, à l'étranger, il y a un livre qui s'appelle Faits et réalité. C'est un livre qui vous présente l'Allemagne et qui parle de la vie quotidienne de l'Allemagne, qui vous présente l'Allemagne déjà à distance. C'est un livre où c'est un livre culturel en fait. Donc, vous vous informez, vous savez ce qui vous attend là-bas, vous savez des choses qui se passent là-bas. Donc, je crois qu'une personne normale, intelligente, se doit déjà de prendre le temps de lire, oui, mais aussi il y a la télévision et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a l'information de partout, partout et en tout moment, les gens doivent apprendre à s'informer avant d'aller vers un pays. Et quand vous arrivez, il y a aussi des choses que vous devez apprendre seulement sur place. Il faut apprendre et maintenant mettre sur la balance parce qu'il y a toujours quelque chose de mieux là d'où on vient. Tout ce qu'on vient trouver n'est pas forcément bon. Alors, dans le cas maintenant des enfants mineurs, bon, malheureusement, nous vivons dans un monde qui est comme il est. Un enfant mineur non accompagné, très souvent, c'est des mensonges. C'est des enfants qui voyagent selon une certaine organisation des parents. Les voyages sont organisés par les parents et puis après, bon, comme les gens aiment toujours les mensonges,
C'est bien, on croit qu'on se donne ou on donne à l'enfant la chance d'avoir vite des papiers, mais ça expose l'enfant. L'enfant est maintenant jeté comme ça à la merci de la rue ou de ces centres d'accueil. Je me rappelle quand je n'avais pas encore mes papiers et que j'étais dans un logement social comme ça, à côté, il y avait, je vais dire, une maison de passage, une maison d'accueil pour demandeurs d'asile. Il y avait un autre juste à côté où il y avait des jeunes gens, même pas des immigrés, des Allemands, des enfants qui ont eu des difficultés à vivre avec leurs parents qui ont été pris en charge par le centre. Mais ça passait toute la journée à fumer, à s'embrasser en désordre, à aller se tatouer. Donc, ce sont souvent des structures, bon, apparemment conçues pour corriger ce que les parents n'auraient peut-être pas réussi à faire, mais qui, sur le plan pratique, on le remarque, contribue malheureusement à détruire voilà, l'éducation des enfants. Moi, je pense que pour des personnes qui immigrent, le plus important, c'est de savoir si vous voulez immigrer avec vos enfants, eh ben, soyez avec eux et puis enseignez-leur des choses, des bonnes choses que vous connaissez, que les enfants doivent garder. Il y a beaucoup d'enfants ici chez nous, par exemple. Moi, j'ai eu à corriger 2 petits-enfants qui sont venus une fois en week-end chez moi. Je leur demande, bon, c'est quoi votre pays? On était devant une carte géographique. Je demande, est-ce que vous connaissez c'est quoi votre pays? Oui, ma maman m'a dit que je suis née en Allemagne. Oui, ta maman t'a dit que tu es née en Allemagne, mais tu n'es pas allemand. Est-ce que tu sais que tu n'es pas allemand? L'enfant se sent un peu frustré. Moi, je dis non, tu n'es pas allemand. Cite-moi les noms de tes deux amis, de tes 2 amis qui sont vraiment des Allemands. Est-ce que tu connais les noms des Allemands? Comment ils sont? Oui, ils donnent les noms, 2 noms. Je dis, tu vois, maintenant, toi, ton nom. Est-ce que tu vois que ça sonne la même chose? Non. Regarde tes amis, regarde la couleur de leur peau. Regarde comment vous n'êtes pas les mêmes. Donc, ce sont des choses qu'il faut dire aux enfants depuis la maison. Parce que quand les enfants découvrent seulement à l'extérieur, il y a quelqu'un d'autre que je connais, c'est à l'âge de 7 ans, je crois, ou à 5 ans. Comme lui-même, il l'avait jamais dit à son fils, c'est à cet âge-là que le fils vient un jour frustré, se sentant diminué par les camarades de classe et peut-être le maître aussi, je crois, vient lui demander, papa, est-ce que je suis noir? Donc, il y a des fortes vérités de la vie que les enfants doivent apprendre auprès des parents, auprès des personnes qui leur ont mis au monde ou des personnes qui les ont adoptés et qui les accompagnent. Personnellement aussi, je vais te donner la parole avant qu'on finisse. Personnellement aussi, parce que comme tu avais évoqué cette histoire d'adoption, moi je pense nous allons travailler dessus aussi. Ces histoires d'adoption aussi des parents interraciales, moi je n'apprécie pas ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Si, par exemple, on veut faire du bien à des enfants, par exemple, on veut adopter des enfants des couleurs noires, on veut aider certains enfants à bénéficier d'une adoption, ben, il y a des parents de couleurs noires qui sont ici en Europe, qui ont bonne vie, qui accepteraient d'adopter. Mais vous prenez un enfant noir, vous allez le mettre dans la famille des parents blancs, mais l'enfant, il se retrouve bon. Même, vous pouvez lui donner tout l'amour que vous avez, mais le cercle familial, il est sacré. Le cercle familial, quand vous vivez dans une famille d'adoption, soit-elle, mais les personnes qui sont là vous ressemblent parfaitement, ça passe mieux que quand c'est des personnes, tu te retrouves comme l'exemple que tu as donné tout à l'heure. Moi, foufou. Bien, à Kolimingi, à 7 ans, mais à 7 ans, on a déjà on a mûri ces habitudes, ces cultures alimentaires. Aya, ouais, comme il est l'eau pomme de terre. L'obbi pomme de terre, oh, la niaise, mais ça passe pas. Ça passe pas. Tout à fait. Tout à fait. Il y a 2 points que tu relèves ici, Anne-Marie. C'est que il en va de l'éducation des parents. Tu vois, beaucoup, ceux dont tu parles, c'est ceux qui ont peut-être, bon, ils sont d'une autre classe sociale, intellectuelle, ils ont étudié, ils font un choix d'aller dans un pays. OK? Là, ils peuvent faire une étude, ils peuvent faire, comme on dit, due diligence pour voir où est-ce qu'ils vont, comment ça se passe, ainsi de suite. Mais tu as toute une sélection actuellement qui sont des réfugiés, qui sont des déplacés, et ils sont foudroyés et parachutés dans des pays qu'ils n'ont pas choisis, dans des coins dont ils n'ont jamais même rêvé. On les envoie dans les glacières canadiennes ou bien dans les déserts d'Arizona.
Pour eux, d'abord, baquet poteau. Donc, bah, c'est Péli. Poteau, donc pour eux, ils sont loin de leur pays. Donc, il y a un choc. Il y a un choc, pourquoi? Parce que ils ont voulu sortir de leur pays. Ils sont sortis, ils sont parachutés. Là où on les envoie, c'est bon. Donc, ils ne s'interrogent même pas. Alors, quand ils arrivent là-bas, il y a un choc de réalité, il y a un choc de culture. Donc là maintenant, est-ce qu'ils sont à maturité de prendre des décisions ou pas? Ça, c'est encore une parenthèse dans l'histoire de l'éducation des enfants. Le gros problème de nos enfants africains, après avoir vu toutes les années des gens venir et partir, le gros problème de nos enfants africains, c'est le self-esteem. Comment on dit ça en français encore? L'estime de soi. Voilà. L'estime de soi. Voilà, l'estime de soi. Si tu ne construis pas ce self-esteem, if you don't build that self-esteem, l'enfant est dépravé, l'enfant est déraciné et ballotté. Tu te retrouves avec des enfants qui veulent se suicider, alors que dans notre culture, le suicide n'existe pas. Les gens aiment la vie, que ce soit les grands-pères, les pères, les... Dieu soit-elle, on l'aime. Maintenant, d'où vient que nos enfants entrent dans des dépressions, entrent dans un low self-esteem, leur amour. Ils perdent cet amour de soi. Voilà, leur amour de soi est bas. Hein? It's a low self-esteem. Donc, s'il y a une diminution, il y a une perte carrément. Voilà. Pourquoi? Parce que les parents ne boostent pas les enfants. Moi, comme l'exemple que tu as donné, mon petit à 6 ans a demandé un jour, revenant de jouer avec les voisins, il m'a demandé, maman, est-ce que je suis blanche ou je suis noire? Et ma blague, et je lui ai dit, mon fils, tu es noir et tu le resteras. Et tu es le plus beau des noirs. Tu es un beau garçon. Il n'y a pas un garçon comme toi. Et tout de suite, l'enfant a ressuscité son self-esteem. Il a vu qu'il était quelqu'un. Quand l'enfant va à l'école et qu'on le boue, on lui dit, mais tu es noir, toi, mais regarde-toi, tu es un petit singe, rentre dans ton pays. Moi, j'ai vécu tout ça en Belgique. Qu'est-ce que je leur dis? Je dis, mais non, je ne suis pas un singe. Ah, mais Cathy, pourquoi tu as les mains noires et les pieds blancs en dessous? Je dis, parce que quand Dieu me peignait, j'étais à 4 pattes. Mais Cathy, pourquoi tes mains sont toujours blanches? Je dis, parce que je tape les blancs. Et je répondais, tu dois avoir une réponse, tu dois renverser ce qu'on te dit. Si on te dit que tu es un singe, et tu dis, écoute, toi, tu es un cochon. Tu dois avoir la force de répondre. Ne laisse pas cette insulte siéger en toi. Parce que dès que l'enfant, on lui dit qu'il est noir, il est sale, il est africain, il sent mauvais, tout de suite, il a ce complexe et il renferme ça en lui. Ah, mais non, tu manges des poissons avec des yeux, c'est que tu es un animal, tu es comme un singe. Et tout de suite, l'enfant garde ça en lui. Mais si tu sais tu sais refuter, tu sais dire que non, je suis pas un sale noir, je suis un noir propre, je suis un noir qui est intelligent, et tu te distingues, tu montres la différence. Ces gens-là ne joueront plus avec toi. C'est comme mon pays, le Congo. Si on connaissait la force de notre Congo, si on connaissait la richesse et l'identité de notre Congo, mais on le protégerait, on en serait fier. Aucun étranger ne viendra jouer chez nous. On ne sera pas toujours des petits esclaves. Dès qu'on voit Mundele, et Mundele Foualeka. Mundele Foualeka, pourquoi? Il a 2 pieds comme toi, il a une tête comme toi. Toi, tu es autochtone de ce pays. Ce pays est à toi et t'appartient. Donc, il y a ce problème de crise d'identité, une crise de self-esteem. Hein? Si on savait ce que nous étions, nous sommes pays solution, solution pour le monde, mais nous devons être solution pour notre Congo. Nous devons nous vendre au prix fort. Nous ne devons pas nous laisser brader parce qu'on nous a dit que nous sommes toujours en sous-développement. C'est ça le Congo. Si on connaissait notre valeur, nous brillerons à l'extérieur. Et c'est ce que j'ai fait avec ma personnalité. Je me suis imposée, je parle le Chiluba, je crée des produits en Chiluba, je crée des produits qui viennent de mon pays, je les impose sur les marchés des États-Unis et on me respecte.
Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose, une identité que j'ai intégrée dans leur culture. C'est pas leur culture qui s'est intégrée en moi. Je me suis imposée et je leur ai montré que notre Congo était beau et que nous avions des belles choses à montrer, à partager. Merci beaucoup, Cathy. Je crois que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là pour respecter le principe selon lequel nous ne pouvons pas être très longs. Nous n'allons pas faire des longues vidéos parce qu'elles ont moins de chances d'être vues en entièreté. L'objectif pour nous est que les gens nous suivent en entièreté et qu'ils tirent des leçons. Mais notre objectif beaucoup plus, c'est que les gens soient édifiés et qu'ils prennent de bonnes décisions pour les jours à venir et que nous arrivions tant soit peu à construire, à bâtir un environnement meilleur chez nous. Chacun doit bâtir chez lui, chacun doit commencer chez lui. Nous nous réjouissons de l'Europe, nous nous réjouissons de l'Amérique. Ben, ces pays ont été construits par des autochtones, des gens de là. Nous devons apprendre aussi à construire chez nous. Construire chez nous, ça commence par une idée, par une pensée, par une organisation. Voilà. J'ai créé Salon d'édification et j'encourage beaucoup d'autres personnes à créer plusieurs autres plateformes également où les gens peuvent se retrouver pour discuter des questions de développement. Et comme je le dis toujours et je le répéterai toujours, l'objectif n'est pas de toujours rester ici à parler, non. Moi, personnellement, je ne voulais vraiment pas faire des choses dans les réseaux sociaux, mais je viens dans les réseaux sociaux parce que je me suis rendu compte que c'est là que vous trouvez tout le monde. Quand vous cherchez les gens dans le monde réel, vous ne les trouvez pas. Et les quelques que vous trouvez sont méfiants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous empruntons tous la voie des réseaux sociaux, mais l'objectif pour moi est que quand nous réussissons à devenir une grande communauté, nous puissions finalement nous rencontrer physiquement et voir ce que nous pouvons faire aussi physiquement dans le concret. Parce qu'en fait, la vie, elle est concrète. La vie ne se limite pas à parler comme ça. Cathy est aux États-Unis, je suis en Allemagne, vous êtes peut-être en Turquie, il y a l'autre qui est au Canada, il y a l'autre qui est en Belgique et l'autre en France et d'autres au Togo, au Cameroun. Il faut que demain, on se rencontre, qu'on se touche. Moko na moko yoka solo moninga, amona ndenge moninga azo simba na yebite, combo azo combo là, comme ça tous à la vraiment sûr que nous sommes capables de faire quelque chose, un travail commun et dont le fruit profite aussi à la communauté. Merci, au revoir et à très bientôt.